Mon nom est Jacques Brodeur. Je demande à tout le monde qui a une veste qui peut s'ouvrir de la descendre, s'il vous plaît. Je vais chercher. Jacques Brodeur, il se présente, il est vieux, et quand j'étais jeune, je n'aurais pas pu vous expliquer tout ce que je vais vous expliquer ce matin. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert peu à peu, un petit peu tous les ans, et moi qui aimais les écrans et qui les aime encore, j'ai découvert peu à peu que ça faisait du dommage. Tous les élèves qui regardent mes yeux pendant que j'explique ce matin, je leur explique, je leur annonce tout de suite qu'ils vont comprendre tout. Et si le crayon est déposé pendant que je parle, tous les élèves qui sont dans cette salle vont pouvoir se concentrer. En ce moment, pendant que je dis des choses sans importance, je regarde juste qui est capable de regarder mes yeux pendant que je parle. Je vois qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté. Et moi, je suis de bonne humeur tout le temps. Je ne dispute jamais personne, mais je veux être sûr que tout le monde qui écoute ce que je dis est concentré. Comme ça, si tu le répètes à quelqu'un, ben, tu répéteras fidèlement ce que j'ai expliqué. Jacques Brodeur, il était professeur d'éducation physique et sport. Et quand il a commencé à donner des conférences, il parlait du début jusqu'à la fin. Et il s'est aperçu que les élèves retenaient un petit peu de ce que j'avais dit. J'ai donc changé ma méthode et je donne maintenant des conférences interactives. J'arrête toutes les 4 minutes et je pose une question. Et la réponse, tu l'as choisie toi-même sans te laisser influencer par la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. N'essaye pas de deviner c'est quoi la bonne réponse, parce que ce matin, exceptionnellement, ça n'arrive pas souvent dans ta vie, je te le dis, toutes les réponses sont bonnes. Mon ami qui est là, qui est obligé de s'étirer le cou pour me voir, il peut déplacer sa chaise un peu. Le garçon qui est à côté de toi, Jean-Paul. Ce garçon, quoi. Bouge-toi un peu par là pour me voir facilement, parce que je vois que sa tête arrive juste derrière la tête de quelqu'un. Mesdames, Messieurs, les réponses, vous allez les écrire sur la feuille que vous avez, qu'on vous a remise à l'entrée. Vous la placez donc, cette feuille, comme ceci. Et sur la première ligne en haut, le crayon ne bouge pas, vos yeux sont tournés vers moi. Il y a 4 choses à écrire sur une seule ligne. Tout le monde est bien attentif. 4 choses à écrire sur la première ligne en haut de la feuille. Ton prénom. Non, le crayon ne bouge pas. Ton prénom. Non. Âge et classe. Prénom, nom, âge et classe. Je saute une ligne et j'écris le nom du collège, s'il vous plaît. J'ai vu une seule personne regarder sur la feuille d'à côté. Bravo à tous les autres. Je saute une ligne, j'écris dans la marge le chiffre 1. Et je raconte une petite histoire. Si tes yeux restent tournés vers moi, pas déconcentrés vers ta feuille, ou ton crayon, ou tes doigts dans ta bouche, ni tes copains à côté, après moi, tu vas tout comprendre ce que j'explique.
même si j'ai un accent. Il y a 50 ans, il y a du monde qui ont commencé à soupçonner que la cigarette pouvait donner le cancer du poumon. Il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui ont découvert que quand les gens fumaient, ils étaient plus nombreux à mourir du cancer du poumon que les autres. Ils ont donc protesté auprès des gouvernements aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Je vous parle de ce qui s'est passé aux États-Unis parce que c'est là que la guerre a été le plus féroce. Et les compagnies de tabac ont engagé de sacrés bons avocats. Et à toutes les fois que quelqu'un portait plainte pour dire « ton tabac a tué mon papa », l'avocat arrivait devant les juges ou les jurés et disait « non, c'est faux, notre produit n'est pas cancérigène ». D'autres poursuites accusent les compagnies de tabac de vendre un produit addictif. Addictif. On avait découvert que dans les feuilles de tabac, il y a une petite substance qui produit un drôle d'effet sur le cerveau. Et ce produit qui est caché dans la feuille du tabac s'appelle de la nicotine. Quand quelqu'un fume une cigarette, il l'allume, il souffle de l'air, il insuffle de l'air dans le tube de la cigarette, le tabac est en train de brûler, la fumée entre dans ses poumons. Dans ses poumons, il y a des milliers de petits vaisseaux minuscules qui transportent le sang de ton corps pour déverser les déchets que ramassé ton sang en circulant dans ton corps. Et il vient remplacer ça, le gaz carbonique qui a ramassé dans ton corps, il vient remplacer ça par de l'oxygène. Quand tu fumes, la fumée de tabac contient la nicotine et tu joues un sale tour à ton sang. Il vient chercher de l'oxygène. Et à la place, tu viens de lui glisser dans les cellules du sang, comme un wagon de chemin de fer, un wagon de train. Au lieu de prendre de l'oxygène, ben, il prend un peu d'oxygène, mais il prend aussi de la nicotine. Et la nicotine se promène partout dans ton corps sans faire aucun dommage. Et quand tout à coup ton sang passe au cerveau, tu as vraiment l'impression que c'est formidable. La nicotine te raconte un mensonge, elle te fait croire, la nicotine, que tu es détendu quand tu fumes. C'est un mensonge. Il y a donc des avocats qui plaignent, qui vont devant les tribunaux pour dire « mon papa est mort de la nicotine », il n'est pas mort de la nicotine, il est mort du cancer du poumon, mais c'est la nicotine qu'il y avait dans le tabac qui faisait que mon papa n'était pas capable d'arrêter de fumer. Les avocats plaidaient non, 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 c'est impossible. Et puis un jour, il y a 35 ans, il y a un juge qui a dit coupable. Vous avez intentionnellement vendu un produit qui tue et qui contient une substance qui rend accro. Esclaves. Et les compagnies de tabac ont été obligées de payer des milliards et des milliards au gouvernement pour payer pour les soins qu'on donne aux personnes qui sont atteintes du cancer du poumon. Il faut les soigner, ces gens-là, on ne les laisse pas mourir dans la rue. Et ça leur a coûté très cher, et le juge a été assez brillant pour, en plus, les condamner à déverrouiller leur coffre-fort, là où ils cachaient tous les renseignements privés qu'ils ne voulaient pas que personne connaisse. Et les journalistes vont fouiller dans les coffres-forts et découvrent que les compagnies de tabac savaient depuis 30 ans auparavant que le produit qu'ils vendaient était cancérigène et addictif. Et intentionnellement, ils ont continué d'empocher de l'argent en vendant un produit qui tuait les clients. Je finis mon premier chapitre de conférence et je te demande, je te pose une question. Tu ne t'inquiètes pas de ce que les autres à côté pensent. Tu t'occupes juste de ce que tu penses. Tu vas trouver ta réponse là-dedans. Il y a un cerveau là-dedans.
qu'est-ce que tu trouves important de retenir dans ce que je viens de raconter? Tu écris ta réponse sur la ligne numéro 1, s'il te plaît. Encore 30 secondes. Quand vous pensez avoir terminé, vous ne regardez pas sur la feuille d'à côté, vous ne regardez pas sur la feuille d'à côté, vous ne regardez pas sur la feuille d'à côté, vous ne regardez pas sur la feuille d'à côté, non, vous ne regardez pas sur la feuille d'à côté. Vous relisez votre phrase et vous vérifiez si je veux pouvoir comprendre ce que vous avez écrit. Donner ta réponse, elle est bonne. Parce que je te l'avais annoncé, toutes les réponses sont bonnes. Si ça vient de ta tête à toi, c'est bon. Tu sautes une ligne maintenant et tu écris le chiffre 2 dans la marge. Voici donc des compagnies de tabac qui payent des milliards et des milliards et des milliards d'amendes après avoir été reconnues coupables de vendre un produit cancérigène et addictif. Elles payent. Et comme ça leur a coûté très cher, et que ces compagnies veulent continuer de faire de l'argent, elles cherchent des trucs pour continuer à faire fumer du monde. Elles engagent, elles payent des beaux jeunes hommes et des belles jeunes filles de 19, 20, 21, 22 ans. Elles leur achètent des beaux vêtements sport, modernes, chaussures, pantalons, shorts, chandails. Et elles les payent par équipe de 10 pour aller travailler à la porte des universités en Afrique. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui fumait encore en Afrique à l'époque. Et imagine-toi que ces beaux gars-là et ces belles filles-là ont derrière eux des caisses pleines de petits paquets de cigarettes qui en contenaient seulement 5. Des paquets de cigarettes avec 5 cigarettes, on n'avait jamais vu ça. C'était tout le temps 20 ou 30 ou 25. Les personnes qui sont engagées distribuent gratuitement aux étudiants qui sortent des cours à l'université et ils leur font cadeau d'un beau petit paquet de cigarettes qui en contient seulement 5. Fin du chapitre 2. D'après toi, pourquoi les compagnies de tabac qui viennent de payer des milliards en amende aux États-Unis engagent-elles des jeunes hommes et des jeunes filles pour aller distribuer gratuitement des paquets de cigarettes qui en contiennent seulement 5? D'après toi, pourquoi? Tu mets ta réponse au numéro 2. Et c'est bon, si tu prends le temps de réfléchir, c'est pas mauvais, hein? Mais la réponse est évidente, mais tu écris ce que tu penses. Et comme toutes les réponses sont bonnes, tu as le droit de répondre, tu as le droit d'écrire « Je ne sais pas ». Pourquoi on distribue gratuitement des paquets qui contiennent 5 cigarettes? Tu as le droit de répondre « Je ne sais pas ». Ce matin, toutes les réponses sont bonnes. Et ta réponse est écrite, tu la relis, tu vérifies si je vais pouvoir comprendre ce que tu as écrit. Des
fois, il manque un mot, tu l'ajoutes. Tu sautes une ligne, tu écris le chiffre 3. Jacques Brodeur traverse l'océan Atlantique en avion. Prends un train jusqu'à Vichy. Et il arrive dans ton collège. Il parle aux élèves de 3e hier matin, 4e hier après-midi, ce matin au 6e. Et ce que je t'explique ce matin, les autres, ils ne l'ont pas entendu. Il ne vient pas nous parler de tabagisme, pourtant. Il vient de nous parler d'écran. Ah ben, mais pourquoi il vient nous parler de tabac? Parce que, mesdames, messieurs, la méthode utilisée par les professionnels qui préparent ce qu'on voit à l'écran, la méthode utilisée ressemble à la même méthode utilisée par les vendeurs de tabac. Ils nous présentent des produits excitants, qu'on adore, qu'on aime, parfois même qu'on regarde durant la nuit. Et quand on a 2 minutes de libre, on part en courant pour aller en allumer un. Tablette, téléphone, ordinateur, télévision, tous les écrans que tu connais, ce que tu vois dessus a été préparé par des spécialistes, pas de la cigarette. Ça a été préparé par des spécialistes, avec un nouveau mot que tes parents ne connaissent pas, des spécialistes en captologie. Captologie. C'est pas grave. Tu l'entends pour la première fois, les adultes aussi. Qu'est-ce que c'est la captologie? C'est une combinaison de 3 sciences, neurologie, psychologie, 2 sciences pour soigner du monde. Et ces 2 sciences-là, on les combine avec technologie pour que les êtres humains qui commencent à regarder restent collés à l'écran le plus longtemps possible et quand ils sont obligés de le fermer, qu'ils reviennent le plus souvent possible. Voilà pourquoi sont payés les captologues. Ils ne nous vendent pas du tabac. Ils nous préparent des images excitantes et quand on a fini de jouer à ces jeux vidéo-là, ou ces réseaux sociaux-là, notre sujet de conversation avec nos copains le lendemain, c'est ce qu'on a fait là-dessus. Ce sont, mesdames, messieurs, des produits addictifs qui ne font pas de soucis dans les poumons. Non. Voici ma numéro 3. Parmi tous les écrans que tu connais, lequel t'intéresse le plus? Tu mets ta réponse. Chaque personne met sa réponse. Parmi tous les écrans que tu connais, lequel t'intéresse le plus? Tes copains répondent eux aussi, ils réfléchissent et ils mettent la réponse. On peut en avoir plusieurs. Quand vous en avez plus que 20, ça suffit. L'écran qui m'intéresse le plus est, et tu mets ta réponse. Je saute une ligne. Et si tu en as écrit plusieurs, s'il te plaît, relis-les tous ceux que tu as écrits et encercle celui. Encercle, vous dites entourer, entoure avec ton crayon l'écran sur lequel tu passes le plus de temps. Je saute une ligne, j'écris le chiffre 4. Ça fait 2 fois que tu tournes ta tête puis je ne veux plus. D'accord? Parce que ton copain, il m'écoute, toutes les fois que tu regardes, il ne m'écoute plus. D'accord? C'est bon, merci. Le crayon est loin de la bouche. Il est en vacances, le crayon. Tes 2 yeux sont tournés vers moi. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, dans ta tête, qui s'appelle concentration. Il y a une seule chose qui compte. Regardez mes yeux et bien comprendre ce que j'explique. Jacques Brodeur, qui était professeur d'éducation physique et sport,
découvre un jour en lisant des articles qu'un pédiatre, c'est un médecin spécialisé pour les enfants en bas âge, un pédiatre des États-Unis qui vient de découvrir que quand les enfants regardent les écrans plus souvent, ils sont plus à risque, plus en danger de ne plus être capables de se concentrer. Dimitri Christakis reçoit des parents qui viennent avec leur enfant, le petit a 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas capable de regarder son papa, sa maman dans les yeux quand il leur parle. Il commence en maternelle, pas capable d'écouter la maîtresse. N'importe quoi est plus intéressant que la maîtresse. Les chaussures, le plancher, une saleté, un oiseau qui passe. Dimitri Christakis se dit, qu'est-ce qui peut bien faire que ces enfants sont devenus incapables de se concentrer, incapables de rester attentifs? Il demande donc aux parents de venir avec leur enfant qui a de la difficulté à rester attentif. Et il a préparé une salle, la moitié de celle-ci, avec des chaises tout le tour. Et les parents arrivent avec leur petit garçon, leur petite fille. Majoritairement des petits garçons. Il y a des chaises tout le tour, donc les parents s'assoient avec leur enfant. Et mon ami Dimitri Christakis explique aux parents que quand votre enfant voudra, laissez-le libre de venir au milieu de la salle. Dimitri Christakis avait installé dans le milieu de la salle des Legos, beaucoup de Legos, pâte à modeler, petites voitures. Les enfants les plus timides prennent plus de temps à quitter leur papa ou leur maman, mais finalement, tout le monde vient au centre de la salle s'amuser. Dimitri Christakis les laisse s'amuser tout le temps, librement, pas de dispute, personne qui pleure, tout le monde est heureux. Et puis au bout de 15 minutes, avec sa télécommande, il fait démarrer, j'attends que tu regardes mes yeux, il fait démarrer la vidéo de Bob l'éponge. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Bob l'éponge? Merci beaucoup. Et qu'est-ce que Dimitri Christakis constate dès qu'il allume la télé? En 60 secondes, tous les enfants lèvent les yeux pour voir c'est quoi. Ils reconnaissent Bob l'éponge, tout de suite ils ont des sourires, ils sont de bonne humeur. Et après avoir commencé à regarder Bob l'éponge, il n'y a plus un élève, il n'y a plus un enfant qui retourne au Lego. Petite voiture, pâte à modeler. Dimitri Christakis examine donc comment Bob l'éponge fait pour attraper de l'attention humaine et que les petits humains soient plus capables de retourner s'amuser tranquillement. Ils restent accrochés à l'écran. Et il découvre que les dessins animés pour enfants, et pas seulement Bob l'éponge, pour garder l'attention des enfants accrochés à l'écran, font changer les images toutes les 4, 5 ou 6 secondes. De sorte que n'importe qui regarde Bob, non seulement il rigole de temps à autre, mais en plus, son attention est toujours captivée. Et si, selon Dimitri Christakis, ce qui ferait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés à rester concentrés. De plus en plus. On pensait que c'était des enfants malades. Il y en a qui sont vraiment accros, télé, pas télé, ils sont accros. Ils sont dépendants, ils sont inattentifs, beaucoup de problèmes. Mais l'augmentation, c'est pas rien des augmentations du nombre de problèmes, c'est l'augmentation du temps que les enfants passent aux écrans. Mesdames, Messieurs, au numéro 4. Qu'est-ce que tu retiens de ce que je viens de raconter? Tu me fabriques une petite phrase pas trop longue et tu essayes de mettre ce que tu trouves important dans ce que je viens d'expliquer. Et toutes les réponses sont bonnes.
réponse est écrite, relis-la pour être sûr que c'est compréhensible, s'il te plaît. Numéro 5. Et ces enfants qui ont des difficultés à rester concentrés, à rester attentifs, quand tu arrives en CP, et CE1, CE2, CM1, CM2, et en 6e, rester attentif pour écouter le professeur, c'est difficile. Et ces élèves se mettent à avoir des notes moins bonnes. Dimitri Christakis, qui reçoit des parents de pré-ado, même âge que vous, dit aux parents, avant de donner un médicament, nous allons essayer quelque chose, qui n'est pas un médicament. Vous allez, s'il vous plaît, garder les écrans fermés dans la maison chez vous. Les enfants qui regardaient la télé le matin, il y en avait plusieurs. On est aujourd'hui vendredi matin. Est-ce que quelqu'un a regardé la télé ce matin? Merci. Est-ce que quelqu'un a fait du jeu vidéo ce matin? Merci. Et quand quelqu'un lève la main, c'est qu'il nous fait confiance, on ne se moquera pas de lui. Hier soir, on était jeudi soir. Qui a regardé la télé? J'ai été obligé d'avertir un garçon qui a souvent envie d'être distrait. Merci. Hier soir, qui a fait du jeu vidéo? Merci. Qui a fait réseaux sociaux hier soir? Je regarde qui peut garder la tête tournée vers moi. Si tu tournes la tête vers quelqu'un d'autre, c'est l'autre personne qui va se déconcentrer. Merci. Pendant le repas hier soir, qui a dîné en regardant un écran? Je ne veux plus que tu souris. Je veux que tu restes concentré. Merci. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire aux élèves c'est bien ou c'est pas bien. Je te dis juste que plus tu passes du temps sur les écrans, plus en arrivant à l'école, c'est difficile, plus c'est difficile de rester concentré. Et qu'arrive-t-il à un élève qui a de la difficulté à rester concentré, qui sourit à son copain, qui gratte son pantalon, qui mâchouille son crayon? Rester concentré, ça devient de plus en plus difficile quand on vieillit. L'année prochaine, tu vas avoir encore plus de difficultés. Et l'année d'après encore. Si c'est de plus en plus difficile de rester concentré et que je ne comprends pas tout ce que le professeur explique, parce que j'écoute, je suis distrait. J'écoute, je suis distrait. J'écoute, je suis distrait. J'écoute, je suis distrait. Que m'arrive-t-il quand j'arrive en 4e et en 3e? J'ai le goût de quitter l'école. Je ne veux plus venir à l'école. De toute façon, je ne comprends pas tout ce que le professeur explique. Et Jacques Brodeur vous dit, moins tu vas passer de temps aux écrans, plus tu vas être capable d'être attentif. Et plus tu vas être attentif, plus tu vas comprendre ce que le prof explique. Et plus tu comprends ce que le prof explique, moins tu as envie de quitter l'école. J'ai terminé mon chapitre 5. Qu'est-ce que vous écrivez dans la petite phrase que vous allez composer pour vous souvenir de ce que je viens d'expliquer? C'est toi qui choisis ce que tu retiens et ce que tu écris. Ça dure 60 secondes et c'est un tour de force que vous soyez capable de le faire, donc je vous félicite. Et on n'a pas besoin de regarder sur la feuille d'à côté. Aucun besoin. Toutes les réponses, tu l'as dans ta tête.
phrase est écrite, relis-la pour être sûr que je pourrai comprendre, s'il te plaît. Je saute une ligne, j'écris le chiffre 6. J'ai amené avec moi plusieurs compagnons de voyage pour lesquels j'ai des images. Une des personnes que j'amène en voyage, qui est très populaire auprès des enfants, c'est un monsieur qui s'appelle Matt Groening. Il y a 20 ans, Matt Groening était aussi pauvre que moi et pas plus riche que personne dans cette salle, ni vos parents. Un champion en dessin, avec de l'imagination formidable. Lui et ses copains, jamais assez d'argent pour payer l'épicerie à la fin de la semaine, jamais assez d'argent pour payer le loyer, le logement à la fin du mois, de joyeux flâneurs, des champions de la procrastination. Tout ce qu'ils pouvaient faire facilement tout de suite, ils ne le faisaient pas. Ils remettaient ça plus tard. Et puis un jour, il y a un des copains de Matt Groening qui dit « Matt, on est tous très forts en dessin. Pourquoi on ne se met pas au boulot et on n'invente pas un dessin animé? » Ils décident. Ils passent un an à préparer un dessin animé et ils voulaient préparer un dessin animé qui ressemblait à rien de ce qui existait aux États-Unis. Et quand vous allez reconnaître le dessin animé, ne tournez pas vos yeux vers votre copain pour savoir s'il a compris. Il décide tout seul. C'était un drôle de dessin animé. Le héros est un petit garçon qui faisait beaucoup de bêtises. Avec un papa qui buvait beaucoup de bière et qui mangeait beaucoup de chips et qui rotait. Et il décide, avec ses copains, pour que ça ressemble à aucun autre dessin animé, de leur donner de la peau jaune. Est-ce que quelqu'un pense avoir reconnu l'émission? Tu n'es pas sûr, tu ne lèves pas la main. Tu es sûr, tu lèves la main. Mesdames, Messieurs, est-ce que tout le monde ensemble, on est capable de nommer le nom du petit garçon qui est le héros de l'émission? Barky. Et le papa, il s'appelle comment? Et la maman? Et la grande sœur? Et la plus petite? Mesdames et messieurs, en 2 ans, Matt Groening devient millionnaire. En 5 ans, il devient milliardaire. Et il avait un fils de 7 ans, interdit de regarder les Simpsons. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, le garçon arrive en 6e, hurle à son papa, « Je te déteste, papa, tout le monde dans ma classe regarde les Simpsons, je suis le seul qui n'a pas la permission, et mes amis me l'ont dit, ton nom est au générique. C'est toi qui as fait l'émission, et tu veux pas que ton fils... Tu m'aimes pas, papa. Et moi, je te déteste. » Le fils de Matt Groening a piqué une crise à 11 ans. Et mesdames et messieurs, voici qu'on approche de la question. Les 2 yeux sont bien tournés vers moi. Le fils de Matt Groening, à 12 ans, n'avait toujours pas la permission de regarder les Simpsons. D'après toi, pourquoi le papa ne voulait pas que son fils regarde les Simpsons? Tu mets ta réponse au numéro 6, s'il vous plaît. Et tu as le droit d'écrire « Je ne sais pas ». Pourquoi Matt Groening ne voulait pas que son fils de 12 ans regarde les Simpsons? Mais moi, pas juste 1 ou 2 mots, puis que moi, ensuite, je suis obligé de deviner la réponse. Non, non.
Tu m'écris comme il faut ton opinion. Elle est bonne, ton opinion. Tu me regardes les yeux, tu ne montres pas ça à tes copains à côté. Les copains sont occupés avec leur propre cerveau et leur propre feuille. Quand tu as terminé, tu relis pour voir si je pourrais comprendre et tu te prépares pour le numéro suivant. Parmi les personnes qui voyagent avec moi, il y en a un qui avait ton âge et qui, à ton âge, était fou de tout ce qui est rapport à la guerre. Je le sais parce que j'étais moi aussi très attiré par la guerre. David Grossman. David Grossman. Les deux yeux sont bien tournés vers moi. Lisait tout ce qui a rapport à la guerre. En arrivant en troisième, il tombe sur un livre et en lisant le livre, il découvre qu'à toutes les fois que les États-Unis ont envoyé des soldats à la guerre, ça va? Oui? Ça va? Vous gardez vos deux yeux tournés vers moi? C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Non, non. Ça va? Non, est-ce que tu peux me regarder? Est-ce que tu peux rester avec moi, s'il te plaît? Je réessaye. David Grossman, qui s'intéresse à la guerre, tombe sur un livre où il apprend qu'à toutes les guerres où les États-Unis ont envoyé des soldats, quand il y a un combat qui est fini, on ne laisse pas les cadavres au sol, on ramasse les cadavres. Et évidemment, on ramasse les armes. Et il découvre, à l'âge de 12 ans, 13 ans, que la moitié des armes n'ont même pas servi, même pas un seul coup de feu tiré. David Grossman découvre ça à 13 ans, dans un livre. Il ne comprend pas pourquoi. Il décide d'étudier la psychologie. Et il étudie à l'université la psychologie. Et il découvre que chez les mammifères, ce sont les animaux qui portent leurs bébés dans les ventres. Il découvre que chez les mammifères, mes chers amis, on est capable de tuer très rapidement un prédateur. On est capable de tuer une proie pour apporter à manger à la maison. Mais quand vient le temps de se battre contre quelqu'un de notre espèce, on se bat, mais on ne se tue pas. Et il nous donne des exemples dans un livre qu'il a écrit, que quand on se bat entre nous, les mammifères, au moment fatal où un pourra tuer l'autre, on ne le tue pas. Sauf les êtres humains qui font ça. Il découvre que les loups, quand ils se battent pour savoir qui va être le chef de la meute, ils se battent férocement. Si tu mets ton bras entre les deux, tu n'as plus de bras. Ils te l'arrachent. Mais pourtant, entre eux, ils ne s'arrachent pas les pattes. Ils ne se tuent pas. Et quand il y en a un qui est plus capable et qui décide d'abandonner le combat, le perdant se couche sur le dos, lève son menton et tend sa gorge au vainqueur. Le vainqueur approche avec sa grosse gueule de loup, avec des crocs de long. Il enfonce sa gueule sur la gorge du perdant. S'il fermait la gueule, il tuerait. Il ne tue pas. Il ressort sa tête de là, et le perdant se lève, et le perdant quitte la meute. Et ses copains, au perdant, partent avec lui. Ses copines aussi. Et ils vont partir fonder une autre meute quelque part plus loin. David Grossman se rend compte que tuer nos semblables, ce n'est pas naturel. C'est exceptionnel. Fin du chapitre 7. Qu'est-ce que tu retiens de ce que je viens de raconter? Tu relis ta réponse pour être sûr que je pourrai comprendre. Tu écris le chiffre 8 dans la marge. David Grossman finit son cours à l'université et se cherche un travail. Qui l'engage?
l'armée des États-Unis. Parce qu'ils ont lu son mémoire produit à l'université, ils ont aimé ce dont il avait parlé, et ils veulent l'engager comme psychologue. Il devient professeur de psychologie pour l'armée des États-Unis. David Grossman. Il travaille 25 ans pour l'armée des États-Unis. Et il prend sa retraite comme moi j'ai fait après avoir été prof d'éducation physique et sport. Et il écrit un livre qui s'appelle « Stop Teaching Our Kids to Kill ». Cessez de montrer à nos enfants à tuer. Et il nous explique dans ce livre que l'armée des États-Unis, pour que les êtres humains qu'on envoie à la guerre soient capables de tuer et pas mourir sans avoir utilisé leur pistolet ou leur arme une seule fois, pour les rendre capables de tuer leurs semblables, on va utiliser des jeux vidéo. Et en l'habituant à tuer, et à tuer de plus en plus rapidement, parce que dans le premier jeu qu'ils ont utilisé à l'armée des États-Unis, tu avais 3 minutes pour tuer les méchants. Au stade 2, il te restait 2 minutes pour tuer. Au stade 3, il te restait 1 minute pour tuer. Au stade 4, il restait 30 secondes. Ça diminuait. Le temps pour tuer se raccourcissait. Il fallait donc que tu tues de plus en plus rapidement. Et il nous explique dans son livre qu'en conditionnant des jeunes recrues de 18, 19 ans à tuer, ils étaient maintenant capables de le faire sans hésiter et sans réfléchir. David Grossman. Au numéro 8. Et non, écris pas tout de suite, attends. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît un jeu vidéo qui nous récompense pour tuer? Est-ce que quelqu'un connaît un jeu vidéo où quand tu joues, on te félicite pour avoir tué? Je lève ma main. Merci. Écoutez bien avant de répondre, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne 60 secondes, sans vous lever, pour parler avec quelqu'un qui est à côté de vous. Au signal seulement. Et qu'est-ce que vous allez discuter pendant 60 secondes? Vous discutez pour essayer de trouver ensemble, à deux, le nom d'un jeu vidéo qui nous récompense quand on tue. Ça dure 60 secondes. On retourne les yeux vers Jacques Brodeur et on est prêt pour écouter la question. Elle n'est pas posée, la question, encore. La question n'est pas posée encore. Donc, si tu as répondu, tu risques d'avoir répondu à une mauvaise question. Après avoir discuté, tu as entendu les gens parler, et toi, tu as dit ton avis, ton opinion, je voudrais que tu écrives sur ta feuille au numéro 8 le nom d'un jeu vidéo où on nous félicite pour avoir tué. Réponse, s'il vous plaît. Est écrit. Jeu vidéo où on nous récompense pour tuer. Est-ce que quelqu'un a écrit le jeu vidéo Doom, D-O-O-M? Personne ne l'a écrit. Alors, je vous annonce tout de suite que le premier jeu utilisé par l'armée des États-Unis pour montrer aux soldats à tuer, à ne plus hésiter pour tuer, s'appelait Doom. Il y en a eu plusieurs autres par la suite. Est-ce que quelqu'un a écrit sur sa feuille Call of Duty? Je vérifiais qui était capable de lever une main sans tourner la tête ni mettre ses doigts dans sa bouche. Merci. Est-ce que quelqu'un a écrit World of Warcraft? Merci. Est-ce que quelqu'un a écrit... Il faut que tu prépares ta caméra. C'est bon. C'est bon? Oui. Est-ce que quelqu'un a écrit Fortnite? Merci, je baisse sa main.
Mesdames et messieurs, on a écrit le nom qu'on voulait. On était libre. Au numéro 9. Jacques Brodeur commence ses explications. Et si tu es concentré sur les explications, répondre, ça va être un jeu d'enfant. Si un jeu vidéo qui récompense un cerveau d'être humain peut rendre cet être humain capable de tuer sans hésiter et sans réfléchir, ça veut dire qu'il y aurait dans cette salle des élèves qui pourraient imiter Fortnite. Non, non, non. Ils pourraient. Je pense qu'il n'y en a pas. J'explique cependant que tous les élèves qui jouent à des jeux vidéo où on nous récompense pour tuer subissent tous un dommage invisible, et si tu n'es pas au courant, ben le dommage continue de se développer et toi, tu n'en as pas connaissance. Ce dommage, je l'explique lentement parce que c'est difficile. Si tu expliques ça à un adolescent plus vieux que toi, tu as besoin d'avoir des bonnes explications, sinon il va se moquer de toi, y compris tes parents. Que se passe-t-il quand on joue souvent à un jeu vidéo qui nous récompense pour tuer? J'attends parce qu'il y a eu une distraction. Que se passe-t-il? Ce qui se passe dans ton cerveau s'appelle, les deux yeux tournés vers moi. Ce qui se passe dans ton cerveau s'appelle désensibilisation. Tu peux le répéter? Désensibilisation. On recommence. Désensibilisation. Et quand je suis des... Tu as regardé ton copain au lieu de me regarder. Qu'est-ce que je perds quand j'ai perdu de la sensibilité? Tant mieux si je peux perdre de la sensibilité. Je vais avoir moins souvent de la peine. Je vais avoir moins souvent peur. Qu'est-ce qu'on perd quand on a moins de sensibilité? On perd de l'empathie. L'-E-M-P-A-T-H-I-E. À quoi ça sert l'empathie? Ça sert à dire à ton copain qui dit une chose méchante à un autre élève, tu peux changer ton style de blague. Et ça sert aussi à aller consoler quelqu'un qui se fait dire une parole méchante par un autre élève. Dans toutes les écoles de France, il y a des élèves qui ont du plaisir à faire mal aux autres. Ils ne donnent pas de coup de poing. Non, ils utilisent la parole qui est là. Et avec cette parole-là, ils disent des choses méchantes dans le dos de quelqu'un. Ou des fois, ils l'humilient devant tout le monde. J'aimerais savoir au numéro 9, les paroles méchantes que tu entends le plus souvent prononcées par des élèves du collège. J'en veux au moins une. Si tu en as 3, ça peut être 3. Attention, gros mots, là, ça peut vouloir dire deux choses. Moi, je veux savoir ce qui fait de la peine dans la parole. Une parole qui fait de la peine que tu as entendu prononcer devant toi et tu as 60 secondes pour en trouver une. Si tu peux en trouver 2 et 3, tant mieux. Parole méchante. Et si tu ne parles pas de ton copain à côté, je vais être sûr que ton copain reste concentré. Parole méchante. Tu ne peux pas en mettre plus que 30. 3, ça suffit. Tu sautes une ligne numéro 10. Je demande à tout le monde de lever la main lorsque je dirai un mot de parole méchante que tu as déjà entendu. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu un élève de notre collège appeler une fille salope? Je n'ai pas entendu de son, s'il te plaît. Merci.
Est-ce que quelqu'un avait pensé à écrire tout à coup au numéro 9? Est-ce que quelqu'un avait pensé à écrire salope? Levez la main. Tu as vu la différence, hein? Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes avaient pensé. Et combien de personnes avaient entendu? Presque toute la salle. J'ai un autre exemple à vous poser, que j'ai entendu dans d'autres collèges. Est-ce que tu as déjà entendu un élève de ton collège appeler une fille pétasse? J'ai vu du monde rire. Merci. Est-ce que quelqu'un avait écrit pétasse au numéro 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci beaucoup. Et 9. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu un élève en appeler un autre PD? J'espérais un jour que vous leviez la main, mais sans faire de son. Merci. Est-ce que quelqu'un au numéro 9 a écrit PD? 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Et est-ce que quelqu'un a écrit comme parole méchante? Est-ce que quelqu'un a écrit comme parole méchante gros ou grosse? Merci. Il y a des élèves de CM1 et CM2 qui font rire d'elle ou d'eux presque chaque jour à se faire appeler gros ou grosse. Et tu sais qu'est-ce que ça fait comme dommage? Ils arrivent à la maison et ils veulent suivre un régime alimentaire pour perdre du poids. Alors qu'ils ne sont pas gros ni grosses, du tout. Au numéro 10, ajoute 2 autres paroles méchantes que tu as déjà entendues prononcer. Tu choisis celles que tu veux, mais pas les mêmes qu'au numéro 9. 2 nouveaux, s'il vous plaît. 2 nouvelles paroles méchantes. Les 2 mots sont écrits, je saute une ligne, j'écris le chiffre 11. Je vous présente le David Grossman dont je viens de vous parler. C'est un amateur de jeux vidéo. Moi, je ne suis pas amateur de jeux vidéo du tout. J'aime les écrans, moi. Et j'aime les enfants plus que les écrans, donc j'ai choisi mon clip. J'ai choisi mon équipe. Mon équipe, ce n'est pas les écrans, moi. Même si je les utilise souvent. Non, je veux que les enfants soient capables de devenir les patrons de l'écran. Or, il y en a qui passent des heures et 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 des heures aux écrans, mais ils n'en sont pas maîtres. Ils sont exactement comme le fumeur dont je parlais au début de ma conférence. Ils pensent être maîtres de l'écran parce qu'ils pensent être maîtres de la cigarette parce que c'est eux qui la sortent du paquet. C'est eux qui allument l'allumette. C'est eux qui la respirent. Et ils ont l'impression que la cigarette est à leur service. Pas du tout. Tu es en train de consommer un produit qui tue et qui est addictif. Les écrans sont, mes chers amis, addictifs. Et si ce n'est pas toi qui t'entraînes pour les maîtriser, ils vont rester ton patron, ton chef. Tu vas leur obéir aveuglément parce que tu les adores. J'ai donc inventé un remède qui rend les enfants et les ados plus forts que les écrans. J'avais vu d'autres mondes qui avaient essayé la même chose, et moi je voulais faire mieux qu'eux. Alors ce que j'ai inventé, c'est un remède que j'ai appelé un jeu. Un jeu plus difficile que tout ce qui a jamais existé comme jeu dans le monde. Parce qu'il dure 10 jours. Et 2, parce qu'on joue jeune
préado ou ado, et enfants. On joue contre des professionnels de la captologie. Ils sont payés pour inventer sans arrêt des nouveaux trucs pour nous attirer à l'écran et nous garder assis le plus longtemps possible et le plus souvent possible. J'étais un peu fou. J'ai inventé ça en 2002. Quand j'en ai parlé la première fois au Québec, il y a des écoles qui ont voulu essayer. Et ça a donné des résultats merveilleux. Quand je suis arrivé en France, je ne suis pas arrivé en personne, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Strasbourg. Il voulait l'essayer dans une école. Une école, fais attention que ton crayon t'accroche le gars à côté. Une école qui était située dans un quartier où on brûlait des voitures tous les ans pour célébrer la nouvelle année. Le record du nombre de voitures incendiées à chaque année, c'était dans ce quartier-là. Ce quartier s'appelait Neuhof, N-E-U-H-O-F. J'ai donné la formation à 3 personnes qui ont trouvé une école pour essayer. Et l'école a réussi. Aussi bien que chez nous, même mieux. 10 jours sans écran. Au début, je passais pour un fou. Je ressemblais à un Français qui, dans les années 1830, voyait que du monde qui mourait en cessant de boire du lait maternel et en passant au lait de vache. Il y a des enfants qui tombaient malades. Ils avaient beaucoup mal au ventre, des coliques. Et il y en a même qui mouraient. Un Français dit c'est normal. Une fois qu'on a trait les vaches, le lait est dans des contenants au soleil. Et il y a, dit-il, et c'est là que tout le monde s'est mis à rire de lui, il y a dans l'air des bestioles microscopiques, des microbes. Et quand les microbes viennent se poser à la surface du lait, ils pondent des œufs. Et une bactérie, mes chers amis, quand ça pond des œufs, en 1 heure, ça en pond plus de 500. Et les 500 bébés qui sont nés dans la première heure, ils ont tous 500 bébés dans la 2e heure. Donc ce monsieur français, il dit, il ne faut pas laisser le lait au soleil. Et quand on a fini de traire les vaches, il faut chauffer le lait. On ne le fait pas bouillir, mais on le fait chauffer. Assez pour que les bactéries meurent. Donc quand on donnera le lait au bébé, après l'avoir laissé refroidir, les enfants ne sont plus malades. Il s'est fait lancer des tomates sur la maison chez lui. Et aujourd'hui, ce qu'il a inventé fonctionne dans tous les pays du monde. On fait chauffer le lait avant de le donner au bébé. Et le monsieur qui a inventé le truc, il ne s'appelait pas Brodeur, celui-là. Il s'appelait Louis Pasteur. Et aujourd'hui, on fait pasteuriser le lait dans tous les pays du monde. Le monsieur qui s'est fait lancer des tomates sur sa maison parce qu'il disait qu'il y avait des bestioles microscopiques dans l'air, qui passaient pour fou, c'est lui qui a sauvé la vie de milliers, peut-être de millions d'enfants. Mesdames, messieurs, au numéro 11, tu me fabriques une phrase pour te souvenir de ce que je viens de raconter. Je vois qu'il y a des élèves qui ont beaucoup de choses à écrire et ça me fait du bien. Ma récompense, moi, c'est ce que vous écrivez. Surtout quand vous ne regardez pas sur la feuille à côté. C'est encore mieux. Vérifiez si votre phrase est complète, si je pourrais la comprendre. Et on saute au numéro suivant, qui est bien le number 12. Bien ça? Yes. Number 12. Jacques Brodeur a donc inventé un jeu épouvantable. On n'a pas de chance de gagner. On est jeunes. Et les captologues sont vieux. Ils utilisent la science en neurologie, psychologie et technologie pour nous attirer à l'écran et nous garder collés là. Il y a même du monde qui sont tellement mordus de ce qu'ils voient à l'écran qu'ils couchent avec le téléphone. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît une personne qui couche avec son téléphone?
Ta tête n'a pas tourné. Ta tête n'a pas tourné. Merci. « 10 jours sans écran. » Quand je le présente aux élèves de 3e, il y a tout le temps 1 ou 2 élèves qui s'évanouissent. J'appelle les pompiers, ils viennent ranimer le pauvre gars, ils le réveillent, et on explique à ce pauvre gars que ça ne commence pas tout de suite. Non! Et le premier exercice que je demande à tous les cerveaux qui sont dans cette salle aujourd'hui de faire, au numéro 12, si tous les écrans de France tombent en panne, quelles sont tes 3 activités préférées? Tu mets ta réponse sur ta feuille. En mets 3, s'il te plaît. Trois activités préférées au numéro 12. S'il n'y avait plus d'écran, tu fais un effort d'imagination. Ils ne sont pas tombés en panne, les écrans, tu le sais. Mais s'ils tombent en panne, ce serait quoi tes 3 activités préférées? Tu les as écrites. Au numéro 13, tu nous écris le nom de 3 personnes avec qui tu aimerais faire ces 3 activités. C'est toi qui choisis les 3 personnes. Et 3 personnes, au numéro 13. Et ces 3 personnes à côté, quand tu écris leur nom, moi je ne sais pas c'est qui. Donc si tu écris Éric, j'aimerais que tu écrives à côté si c'est ton papy, ou ton petit frère, ou ton copain. Le nom de la personne, sans se laisser déconcentrer, sans tourner notre tête vers la feuille d'à côté. La réponse est bonne. Elle est bonne, ta réponse. Trois personnes. Si tu veux jouer au foot, tu as besoin de 11 personnes. Moi, je ne veux pas que tu écrives 11 noms. On choisit 3. Numéro 14. C'est quand même une bizarre de conférence. Hein? Il y a un monsieur qui traverse l'océan, qui est vieux, qui commence par nous parler de tabac, de nicotine qui nous rend accro à la cigarette, de compagnies de cigarettes qui vont faire donner des paquets de cigarettes gratuitement à des personnes qui n'ont jamais fumé. Ils en ont mis 5 dans le paquet parce qu'ils savent qu'après 3 cigarettes, tu es déjà un esclave de la nicotine. Ils arrivent dans votre collège et ils vous parlent des écrans. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser la concentration, la capacité d'attention. Ça désensibilise et on est moins capable de se rendre compte quand on prononce une parole méchante. S'il y a quelqu'un qui a de la peine, tant pis pour elle, tant pis pour lui. Moi, je rigole. Mes copains trouvent ça drôle quand j'utilise des paroles méchantes. Je donne tout ça, moi, comme conférence. J'arrête toutes les 4 minutes pour poser une question. Là, j'ai maintenant tes 3 activités préférées et le nom de 3 personnes avec qui tu aimerais les faire. Voici ma question 14. Tu vois l'image qui est au tableau. Cette image qui est au tableau, d'après toi, la personne qui l'a préparé cette image, qu'est-ce que cette personne essaye de nous dire? Tu mets ta réponse au numéro 14. Qu'est-ce que cette image essaye de nous dire? Vous saviez comme j'admire tous les élèves qui ont envie de tourner la tête vers la feuille de leur copine à côté et qui ne le font pas.
Ça m'impressionne. Ça veut dire que vous êtes vraiment les maîtres, les maîtresses de ce que votre tête fait. Parce que vous avez envie d'aller voir. Vous avez mis votre réponse, vous la lisez pour voir si je pourrais la relire. Je vous laisse lire. Je vous laisse lire, mais je n'ai pas grand espoir que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais passer assez vite. Mais cette dame-là, elle va être dans un colloque à Montréal, si jamais vous vouliez faire un petit voyage au Québec. Le 9-10 novembre, cette dame sera au colloque et elle va nous expliquer comment le jeu vidéo s'amuse avec une partie de notre cerveau qui s'appelle le système limbique. Pour retenir ça, tout ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'à toutes les fois qu'un jeu vidéo te récompense pour quelque chose, je recommence ma phrase pour être sûr que tu le retiens. À toutes les fois qu'un jeu vidéo te récompense pour quelque chose que tu viens de faire, le jeu vidéo n'est plus à ton service. Tu es devenu à son service. Et c'est lui qui s'amuse avec ton cerveau. Comme le vendeur de cigarettes s'amuse avec les poumons du fumeur et son cerveau pour lui faire croire qu'il est détendu quand il fume. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît quelqu'un qui fume? J'ai entendu des sons. Merci. Est-ce que quelqu'un... Bon, ça va? Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui fume qui a essayé d'arrêter de fumer? Merci. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît une personne qui a essayé d'arrêter de fumer, mais qui n'a pas réussi? Merci. Et est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît une personne qui a essayé d'arrêter de fumer et qui a réussi? Merci. Cette dame, elle nous explique qu'avec les jeux vidéo, on fait exactement comme avec le cerveau du fumeur. Il se sent détendu. C'est une blague. C'est un mensonge qu'on y joue. Je vous présente le cerveau idéal pour un fabricant de jeux vidéo. Le cerveau idéal pour un fabricant de jeux vidéo, c'est que la partie devant ton cerveau, qui s'appelle un lobe frontal, ils veulent s'assurer que ça ne sert à rien. Pourquoi ils veulent neutraliser ton lobe frontal? Parce que c'est dans ton lobe frontal que tu prends les décisions. Et deux, c'est là que tu as le jugement critique. Et là, tu t'aperçois que quelqu'un est en train de te mentir. Quelqu'un est en train de profiter de toi. Le lobe frontal, ça leur fait peur, eux, parce qu'ils veulent te garder accroché le plus longtemps possible. Pour gagner un match de 10 jours contre des professionnels de la captologie, mes chers amis, le vieux Jacques Brodeur a inventé des exercices pour que ton cerveau devienne plus fort que les écrans. Donc, c'est des exercices pour ton lobe frontal. Au numéro 15, une petite phrase courte pour te souvenir de ce que je viens d'expliquer. Les élèves découvrent qu'ils ont un jugement et qu'ils sont capables de choisir des mots pour faire une petite phrase courte. Numéro 16. Réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît des réseaux sociaux? Merci. Je vérifie qui peut encore répondre en regardant les deux yeux tournés vers moi. C'est plus difficile, on approche de la fin. Est-ce que quelqu'un connaît et va sur Instagram? Merci. Est-ce que quelqu'un va sur Snapchat? Merci. Est-ce que quelqu'un va sur TikTok?
Merci. Est-ce que quelqu'un va sur Facebook? Merci. Est-ce que quelqu'un va sur YouTube? C'est visiblement le numéro 1, YouTube. Merci. On en a nommé quelques-uns, là. Parmi ceux qu'on a nommés, écris au numéro 16, celui où tu aimes le plus aller, s'il te plaît. Le réseau social sur lequel tu aimes le plus aller. Est-ce que tu peux en mettre 2? Oui, tu peux en mettre 30. Mais moi, je veux que tu en encercles un. Celui où tu vas le plus souvent. Sean Parker. Il était déjà riche quand il a reçu un coup de téléphone de Mark Zuckerberg, qui avait inventé Facebook. Et Mark lui demande de devenir président de Facebook. Il accepte. Il était déjà millionnaire. Quand il est devenu président de Facebook, il est devenu milliardaire. Et après avoir été très fier de faire augmenter le nombre d'abonnés sur Facebook, il s'est rendu compte que ce qu'il avait créé avec Facebook, et là je cite ses paroles, c'est pour ça que je les ai mis entre guillemets, nous avons créé un monstre. Facebook, Instagram et Snapchat et TikTok et YouTube, tous se nourrissent en augmentant le temps qu'on passe sur les écrans. Je pensais d'avoir mis la diapositive là, mais je l'ai mis ailleurs. Pas grave. Je cherche la suite, regardez bien avec moi. Pour fermer les écrans, tu as besoin d'aide. Au rugby, au foot, dans n'importe quel sport au monde, il y a des gens qui viennent assister au match et il y a des gens qui t'encouragent et il y a des gens qui te découragent. Ceux qui prennent pour l'équipe adverse, ils ne t'encouragent pas. Dans le défi 10 jours sans écran, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui va probablement t'encourager? Tu écris le mot au numéro 17, encourager, et à côté du mot encourager, écris le nom d'une personne qui, d'après toi, va essayer de t'encourager. Le nom d'une personne qui va t'encourager. Tu ne sais pas encore si tu vas le faire, le défi, hein? Mais je veux que tu regardes autour de toi. Est-ce qu'il y a du monde qui vont t'encourager? Mets leur nom. Et à côté du nom, tu me dis c'est qui? Et au numéro 18, number 18, tu dois peut-être soupçonner qu'il y a du monde qui vont essayer de te décourager. Ils ne t'aideront pas. Ils vont tout faire pour que tu abandonnes. Écris au numéro 18 le nom d'une personne qui va probablement, tu n'es pas sûr, mais tu penses, c'est probablement une personne qui va te décourager. Tu mets ta réponse au numéro 18. Numéro 19. Monsieur Brodeur, qu'est-ce qu'on gagne quand on joue à votre sport de malade? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Regardez bien ce qu'on gagne, je l'ai écrit à l'image, ça va apparaître. Alors que les professionnels de l'équipe adverse, les captologues, font tout pour que ton lobe frontal soit engourdi, distrait, déconcentré, découragé, intéressé à rien.
ou faire imiter des blagues à la Bart Simpson. Ils font tout pour gagner. Ils font ça tous les jours et ils font beaucoup d'argent, des milliards de dollars en faisant ça. Jacques Brodeur t'annonce que dans le défi sans écran, toi, tu vas augmenter la puissance de ton lobe frontal. Voici le lobe frontal effacé. Voici le lobe frontal réel. Je regarde avec vous l'image et vous suivez mes paroles en même temps. Vous avez tous vu qu'il y a un téléphone. Vous voyez que l'œil regarde le téléphone. Vous savez très bien que le téléphone ne peut pas pénétrer dans le cerveau. L'image ne peut pas entrer dans le cerveau. Ton cerveau observe tout ce qu'il y a sur l'image et refabrique une image à l'intérieur de ton cerveau. C'est formidable, le cerveau. Et le message que ton œil a vu, l'image est transportée par un fil électrique qui va de l'œil jusqu'au centre rouge qui est au centre du cerveau. Un fil électrique qui s'appelle nerf optique. C'est un nerf très spécifique, très perfectionné, formidable. Tous les captologues savent ce que je suis en train de vous expliquer. Là, maintenant, je l'explique à mon équipe préférée qui est dans la salle. Et il y a des joueurs qui ne voudront pas le faire, mais c'est pas grave. Moi, je ne serai jamais penché après quelqu'un qui ne le fait pas. Quand l'image arrive au centre de ton cerveau, des fois, tu as peur. Des fois, tu es fâché. Des fois, tu as de la peine. Des fois, tu es découragé. Des fois, tu souffres mentalement. Et parfois, tu as beaucoup de plaisir. Quand sur Fortnite, tu as assassiné 482 personnes hier, tu arrives au collège le lundi matin, tu es fier de ton coup, parce que ton copain en a tué seulement 87. Il y a une de tes copines, elle a envoyé beaucoup de flammes. Et elle a reçu beaucoup de flammes. Elle est heureuse. Que se passe-t-il dans son cerveau de Fortnite et de Snapchat? Ton cerveau fabrique une drogue qui est représentée en orange sur le tableau, et une drogue qui s'appelle de la dopamine. Et t'es contente, et t'es content, et t'en reveux, et t'en redemandes. Éric, vas-tu descendre manger bientôt? Le repas est prêt. Oui, oui, maman, j'arrive. Julie, vas-tu quitter ton réseau social bientôt? On va manger. Oui, 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 j'arrive. Leur attention, leur cerveau est captivé par ce qu'ils voient à l'écran. Je fais rien que nommer Instagram et je vois déjà des élèves qui viennent tout excités, comme ça. Moi, je veux que ton lobe frontal, la partie bleue qui est devant ton cerveau, juste derrière ton œil, je veux que ça devienne assez fort pour faire comme des petits de maternelle font. Je leur ai montré aux petits de maternelle. Elle est couchée. Je leur ai dit que ton écran dans la maison, si tu ne le domptes pas, si tu ne lui montres pas à obéir, ben c'est toi qui vas obéir à l'écran. Comme avec mon chien. Quand j'ai eu mon chien, j'ai montré assis, facile. J'ai aussi montré à marcher sur le trottoir et à ne pas descendre dans la rue. Numéro 19. 20, hein? 20? Non, 19. 19. Numéro 19. Pourquoi il faut que je montre à mon chien à obéir? Mets ta réponse, s'il te plaît. Curieusement, quand on participe au défi 10 jours sans écran, il y a des personnes à la maison qui sont fâchées, qui ne sont pas contents. Ils ne pourront pas regarder leur programme, ils ne pourront pas regarder leurs jeux vidéo, ils ne pourront pas aller sur leurs réseaux sociaux. Et il y en a d'autres qui sont très contents. Dans toutes les familles,
où il y a un préado de 6e qui a fait le défi sans écran, la personne la plus contente de la famille, c'est le chien. Au numéro 20. Au numéro 20. Pourquoi le chien est content quand tu fais le défi 10 jours sans écran? Mets ta réponse, s'il te plaît. Numéro 21. Numéro 21. Une conférence, ça commence, ça dure, et puis il faut que ça se termine. Au numéro 21, c'est maintenant l'heure pour que les élèves de 6e décident la note que je mérite pour le travail que j'ai fait devant vous aujourd'hui. Je travaille depuis 1h15, 1h30. Je réfléchis, j'observe, je repense à tout ce que Jacques Brodeur nous a expliqué et je lui donne une note sur 10. C'est toi qui choisis la note. Une note sur 10 pour la conférence que tu as entendue ce matin et que tu as vue. Ça ne sera pas très long, j'arrive à toi. Une note sur 10 et à côté de la note, je veux savoir comment j'ai fait pour gagner cette note. Pour mériter cette note, je veux qu'après que tu me l'auras donné, la note, tu me donnes quelques mots d'explication. Quelques mots d'explication. Une note sur 10 et quelques mots d'explication. Et le numéro 23. 22. Numéro 22. Numéro 22. Merci de me corriger quand je me trompe. T'as plus de place, tu tournes de l'autre côté. Attends, on va donner une feuille. Quand quelqu'un écrit beaucoup, c'est une récompense pour moi. Donc ça ne me fâche pas du tout de donner une feuille si tu as besoin de ça. On a presque fini. On a presque fini. Il y a quelqu'un qui arrive, mon ami Alexandre, qui lui vit et demeure à Vichy. C'est lui qui m'héberge chez lui pendant que je n'ai pas de place à coucher pour venir dans votre collège. Je le remercie. Alors voici la numéro 22. 22. 22. Voici la question 22. Tu écris, s'il te plaît, vous avez vu 22. Madame la principale, virgule. Madame la principale, virgule. Madame la principale, virgule. Et le reste de la phrase, c'est toi qui le composes. Tu écris à cette principale, en quelques mots, maximum 30 lignes. Bon, appelez les pompiers, on a des élèves qui s'évanouissent. C'était une blague, mes chers amis. Tu expliques à la principale ton opinion. Tu lui dis ce que tu penses de sa décision de m'inviter dans ton collège.
moi, je n'ai pas décidé chez moi. Je vais au collège Victor Hugo, moi, à Saint-York. Mais non. Il y a quelqu'un qui m'a invité. La principale m'a invité. Et là, je veux que tu m'écrives au numéro 22. Est-ce qu'elle a eu une bonne idée ou pas? Si son idée est bonne, je voudrais savoir pourquoi elle est bonne. Donc, si tu m'écris ton opinion, ton avis. Et si elle n'est pas bonne, son idée, ben, tu as le droit de l'écrire aussi. Et tu sais qu'aujourd'hui, toutes les réponses sont bonnes. Merci à tous les élèves qui mangent leur gomme, leur chewing gum, avec la bouche fermée. D'accord? S'il vous plaît. Ah, c'est pas un chewing gum, ok. Ok, c'est une blague. Ça vient? La réponse est écrite. Vérifie si ton opinion est lisible. Lisible. Et avant de remettre votre feuille, voici ce que je vous demande. Vous allez montrer votre feuille à une personne que vous aimez bien et vous allez lire. D'un coup, je n'ai pas fini. Vous allez montrer votre feuille et vous allez lire sa feuille. Et si, après avoir lu la feuille de votre ami, vous voulez ajouter quelque chose, ce sera permis. Surtout aux questions où vous ne saviez pas quoi écrire. Ça ne dure pas 1 heure. Hein? Donc, vous allez montrer et lire la feuille de votre meilleur copain dans la salle. C'est parti. Vous ne pouvez pas comprendre son opinion. Vous ne pouvez pas lire ce qu'elle a écrit. Vous lui dites à cette personne pour qu'elle complète sa réponse. Parce qu'une réponse qu'on ne peut pas comprendre, ça ne sert à rien. Camille, parce que 30 c'est beaucoup. Mais c'est quoi ton bout? Regarde que fumer c'est pas trop beau et que t'as plus. Parce que 30 c'est beaucoup et 5 c'est pas trop beau et non. Non, mais il faut pas fumer parce que sinon tu vas être. Je ne sais pas. Et la télévision. Il y a quoi d'autre avant la télévision? Mais tu veux comment? Non, la télé, tous les enfants. Ça veut dire quoi? Avec qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça veut dire quoi? Les couleurs, quand il est là, tu fais juste la danse. Bon, d'accord. Ah oui, ça faisait une motivation. Mesdames, Messieurs, la feuille est déposée sur vos genoux, le crayon aussi. Vos 2 mains sont placées face à face, comme ceci, très bien. Les 2 mains sont placées face à face, l'une de l'autre. Et pendant seulement 30 minutes, seulement 30 minutes, on débute seulement au signal, seulement 30 minutes, il y aura des applaudissements. Un peu. Est-ce que c'est vrai? Ben non. Ça dure 5 secondes. Attention. Si tu n'étais pas très content que je vienne, tu tapes pas fort. Et si tu étais très content que je vienne, tu tapes un peu plus fort. Si tu étais très, très content, là, tu tapes au maximum. Attention. Les crayons sont déposés. Je ne voudrais pas que quelqu'un s'enfonce un stylo dans la... Attention. Vous répétez après moi. Muchas gracias. Muchas gracias. Il y a un peu, parce qu'il y a quelqu'un qui dit en même temps. Adios amigos. Adios amigos. J'ai pas crié. Hein. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye.
Goodbye. Moi, j'aimerais savoir ce que vous reteniez de cette conférence. Parlez assez fort, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il faut un petit peu arrêter de fumer et aussi un petit peu arrêter des écrans. Merci. Moi, je pense un peu pareil qu'elle, mais en plus, je trouve que ça incite. En fait, on peut dire facilement. Maintenant, on a compris qu'il faut dire aux autres d'arrêter. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle? Moi, c'est un peu pareil que les filles, et aussi d'arrêter d'harceler les gens, car si eux, on les harcelait, je pense que ça leur fait du mal. Enfin, Et toi, tu en as vu des élèves du collège qui harcèlent? Oui. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui, en ce moment, est avec nous dans cette salle en ce moment? Comment ça? C'est bon, merci. Oui, tu veux dire quoi? Toi, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Là? Il faut essayer d'arrêter et si jamais on n'y arrive pas, au moins essayer de se faire encourager ou d'encourager les autres et de ne pas décourager. Formidable, ça, hein? Je pense qu'on est beaucoup trop accro aux écrans, il faudrait qu'on essaye de moins y aller. Moi, j'essaierais de faire les 10 jours sans écran. Il ne faut pas s'endormir avec les écrans, comme ça, si on a du travail pour le lendemain, et comme ça, on se concentre mieux. Merci. Que la vue des écrans, c'est dangereux pour notre santé et notre cerveau. Et que plus on regarde l'écran, plus on a moins envie d'aller à l'école et que nos notes se rabaissent. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle? Qu'il faut encourager les autres et plus rester avec ses parents et pas rester collé aux écrans. Merci. Mademoiselle? Il faut moins rester aux écrans pour qu'on ait des meilleures notes et qu'on soit plus concentré. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un veut m'ajouter quelque chose? Oui. Alors moi, j'ai bien aimé parce que c'était instructif et tout ce qu'on a appris, ça nous rapporte à tout le monde, que tout ce qu'on a fait sur les écrans nous sert de leçon et qu'on essaye de faire plus attention et de transmettre ça à ceux qu'on connaît. Et voilà. Et le copain qui est à côté, tu le connais? Oui. Lui, il va t'aider, lui, à faire le défi sans écran, lui? Je sais pas, peut-être, oui. Ça te tente d'essayer? Oui. Moi, je veux bien essayer parce que moi, en plus, j'ai pas trop d'écran chez moi. J'aime pas trop ça. J'aime mieux faire des jeux de société. Moi, si je regarde l'ordinateur, c'est juste pour voir l'ENT ou... Le NC, c'est quoi ça? L'ENT, c'est un site pour regarder les devoirs, les messages du collège. Toi, tu es un très bon élève, toi. Non, mais vous, je veux un méchant élève, s'il vous plaît. Toi? Non, tu n'es pas méchant. Je suis pas méchant. Non, je sais, je sais. Moi, j'aime beaucoup les écrans, en fait. Oui. Je joue tout le temps. Et toi, tu vas essayer quand même le défi ou... Je sais pas. Tu trembles de frayeur en ce moment. Oui. Mais, écoutez bien, c'est difficile, même ceux qui pensent que c'est pas difficile, quand ça va commencer, vous allez voir, c'est difficile. Moi, aller chez le dentiste, je pars de chez moi, j'arrive, je dis, ça va bien aller. Quand je suis assis sur la chaise du dentiste, oui, aïe, aïe. Alors, mesdames, messieurs, j'écoute deux personnes qui ont encore la main levée. Moi, en fait, je voudrais faire le défi, car comme ça, je passerai plus de temps avec mes parents et toujours... comme ça, j'aurai pas le nez sur le téléphone à envoyer des messages, à aller sur Snap, etc. Comme ça, je passerai du temps avec ma famille. D'accord. Et j'écoute une dernière personne. Moi, avant, je passais beaucoup de temps sur les écrans et j'ai aussi le défi sans écran pendant 10 jours. Tu vas le faire quand même? Oui. Ben, bravo. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi le chien est si content quand on fait le défi sans écran? J'écoute une personne qui n'a pas parlé encore. Tu me regardes pendant que tu réponds. Tu me regardes comme il faut. Pourquoi le chien est content? Parce que vu qu'on n'a pas notre téléphone, on passe plus de temps avec lui. Et une autre personne qui veut ajouter quelque chose. Que j'essaye de faire parler quelqu'un qui n'a pas entendu. Parce que moi, le chien, souvent quand le chien
y a une personne qui est morte qu'il connaissait, il est un peu triste quand même. Aussi. Merci. Et quelqu'un d'autre? Oui, attends un peu, je t'ai écouté, toi. J'écoute toi. Vas-y, toi. C'est aussi parce que le chien, il a tout le temps le son dans les oreilles quand on a la télé et du coup, bah, il peut après avoir marre d'écouter tout le temps la même chose. Je vois. Est-ce que quelqu'un a un chien à la maison? Qui ramasse le caca du chien? Toi seulement? Et toi, tu voulais me dire, toi? Bah aussi, je ramasse le caca du chien. On reste moins sur la télé ou le téléphone et on pourra jouer avec lui ou voilà. Ou s'occuper de lui. Ou ramasser le caca. C'est complet? On peut quitter la salle? Au revoir? Tu veux rester, toi? Vous êtes arrangé? Dehors! Non, Bande parce que comme elle m'a de sacripants!